Bonjour. L'image comme danse. Je ne pourrais croire qu'à un Dieu qui saurait danser, dit Zarathustra. On comprend bien ce qu'il veut dire, mais il ne devrait pas le dire ainsi, car au Dieu qui saurait danser, il ne s'agit pas de croire. Il s'agit de tendre la main pour danser avec lui. Zarathustra mêle le lexique de la croyance religieuse avec un rapport au divin tout autre, qui ne relève pas de l'espèce de savoir faible ou de confiance illusoire qui donne à la religion au moins son allure la plus commune. Quant au caractère hypothétique d'un Dieu qui saurait danser, il renvoie lui aussi à une image religieuse, d'abord d'un Dieu unique, ensuite d'un Dieu dont la surnature se laisserait mal entraîner à danser. Mais le Dieu qui danse n'est pas une hypothèse. Il n'est pas seulement Shiva Nataraja, le maître de la danse que les autres dieux accompagnent, Vishnu au tambour, Indra à la flûte et Brahma au cymbale, qui sont aussi les saints de sa compagne. Ce Dieu, cette divinité n'est autre que la danse elle-même. Et comme la danse, elle est aussi effective, aussi présente et aussi évidente que le Dieu pour Hölderlin. Évident comme le ciel. Et qui, comme le ciel, et en tant que visage du ciel, tonnerre, étoile ou nuée, donne la mesure de l'homme. Je me réfère bien sûr ici à En bleu adorable et à Qu'est-ce que Dieu de Hölderlin. Cette évidence est dite divine en ce qu'elle offre de l'homme pour lui, mais en même temps de tout et pour tout ce qui est sous le ciel, tout ce qui est exposé à l'ouverture du ciel, dans cette ouverture ou encore comme cette ouverture elle-même, en ce qu'elle offre donc une mesure immense, c'est-à-dire au sens propre, démesuré, une mesure sans mesure, et cependant sans la valeur d'outrance, de déraison et de désordre qu'on entend sous ce mot immense. Immense plutôt en tant que mesure excédant tout compte de mesure et pourtant ne cessant pas d'être mesure. Mesure qui se mesure à une immensité. Il est sans doute plus juste à ce point d'oublier le lexique du divin qui risque toujours de rappeler des figures surplombantes dans lesquelles, en fin de compte, se trouve réduite l'immensité, réduite qu'elle est à un pouvoir et à une autosuffisance, réduite, et donc pour finir détruite. L'immense n'est rien de tel, ni pouvoir, puisqu'il ouvre au contraire et expose les existences à son illimitation, ni autosuffisance, puisqu'il ne contient en soi rien qui ramène à soi et rien qui puisse être dit suffire, en un sens autre que infini, c'est-à-dire au sens précisément de ce qui ne connaît pas de suffisance, pas de satisfaction, mais pas non plus la privation d'un manque, bien plutôt l'immensité d'un débordement. En ce sens, Hölderlin peut dire
plus loin, qu'il n'est sur la terre aucune mesure, comme le montre la fleur, belle seulement de fleurir sous le soleil. Or, ajoute le poète, on peut voir en cette vie bien des êtres plus beaux encore que la fleur. Pas de mesure donc, c'est-à-dire pas de bornes posées sous forme de lois, de buts, de règles de suffisance. Ce qui est beau, c'est que la fleur fleurit et que l'être soit, l'être ou l'existant, la présence, Wesen, dit le texte. Cela même, en revanche, cela, c'est-à-dire fleurir, être, exister, venir et partir, éclore, cela se donne dans une mesure en un autre sens, dans un rythme. Le rythme donne la mesure de l'immense. En des termes pris encore à Hölderlin, on peut dire que le rythme donne accès à une connexion infinie. Mais il n'est pas nécessaire de rester chez Hölderlin, chez lequel, bien sûr, on trouve beaucoup de pensées du rythme et aussi plusieurs mentions de la danse. Il suffit qu'il nous donne un premier élan. Disons qu'un rythme, de manière générale, se caractérise par une mesure définie dont la récurrence, elle, n'est pas définie, sinon sur un autre registre rythmique. Ainsi, la chanson entière, avec son rythme intérieur, se clôt selon un principe rythmique qui, dans un contexte et une culture donnée, règle le temps d'une chanson. Un rythme articule cadence et abandon. Non pas abandon de la cadence, mais abandon à elle et en elle. La cadence donne la mesure, l'abandon, auquel elle invite, se laisse porter par elle à l'immense. Cela ne tient pas seulement au fait que la cadence pourrait se répéter indéfiniment. Cela tient beaucoup plus au fait que même une séquence brève engage l'infini. Non pas l'infini de la poursuite indéfinie, mais l'infini d'une ouverture d'emblée soustraite à la tentation de l'aboutissement, donc de la fermeture. C'est aussi simple, en un sens, que la distinction entre la marche et la danse. Marcher va quelque part, parcourt une distance donnée. Lorsqu'une chorégraphie détermine une marche, disons un pas de marche, la marche ne va plus ailleurs qu'à la marche elle-même, au marcher, évoluer, aller, déambuler, tracer, fouler, passer, voire arpenter, mais en un sens qui reverse en finalité interne ou en finalité sans fin la mesure qu'implique l'arpentage. Marcher possède sa mesure hors de soi, dans une arrivée. Danser possède sa mesure en soi, dans l'ouverture d'une reprise. Reprise. Il faut reprendre. C'est en quoi consiste la mesure immanente. Pourquoi faut-il reprendre? Justement parce que la mesure ne procède d'aucun calcul extérieur, hétérogène au geste lui-même. La reprise du geste peut être commandée par une nécessité externe. Il faut frapper à coups répétés sur l'enclume. Mais elle peut l'être aussi par le plaisir d'une reconnaissance du corps par lui-même. Il s'est étendu, fléchi, balancé, il a tracé une figure fugitive, ou plutôt il a tracé le fugitif d'une figure au sens d'un dessin, d'une enlevure,
selon un terme technique très expressif qui naguère désignait un relief d'une sculpture. La reprise du geste enlève ce geste pour lui-même, lui donne son relief propre et lui donne l'allant et l'allure de son dessin propre. Ce n'est pas la répétition d'un mouvement déterminé, c'est l'affirmation d'un geste pour lui-même. C'est son monogramme. C'est peut-être bien d'une telle reprise qu'il s'agit aussi entre les images et entre les époques, lorsque Georges Didi Huberman prolonge les intuitions de Aby Warburg. Chaque forme artistique procède de l'intensification d'un registre sensible. La peinture, par exemple, relève de l'intensification du registre coloré, c'est-à-dire de la tache ou flaque, coulure, imprégnation dans le jeu de l'effusion des teintes, de leur contraste et de leur contamination. Que veut dire la danse, considérée comme intensification du sensible? Elle n'intensifie pas un registre de sensibilité au monde, elle intensifie le se sentir du corps en tant qu'il est au monde. Un corps est toujours un se sentir. Outre son organisation, ses fonctions, son intégration en une unité de présence et d'action, il est aussi, et de manière strictement coextensive à toutes ses actions et fonctions, il est une manière de s'éprouver soi-même, de se savoir lui-même distinct de tous les autres corps, et se pliant, se dépliant, s'ouvrant et se fermant, se déplaçant et se fixant en tant que point d'origine et de fin du monde. Le monde n'étant rien d'autre que l'inachevable réseau de ces points renvoyant les uns aux autres. Origine et fin, ou bien, pour le dire autrement, articulation du monde ou d'un monde, le monde lui-même étant multiple, multivers, plurivers, comme disent aujourd'hui les physiciens. Dans la reprise, un corps se rapporte à lui-même en tant qu'articulation, flexion, tension, ductilité, battement, chute, levée. Articulation d'une possibilité de monde, d'une invention, d'une exploration de monde. Il se sent se sentir. Il se sent en tant qu'un monde qui s'éprouve comme le renvoi mutuel de toute chose. Aussi est-il possible que la danse est le lieu où le jeu de la conscience de soi, dès lors qu'on débarrasse cette conscience de sa supposée intériorité, immédiateté et spiritualité pure. Donc, la danse, c'est le jeu d'un être soi qui se joue au lieu de se savoir. Là où Derrida a montré que la présence à soi ne peut avoir lieu comme pure identité en soi silencieuse, mais doit ouvrir l'écart, la distance finie, infinie du à soi, là très exactement se joue le se sentir du corps, ou plutôt le corps en tant que se sentir.
de l'âme, si on veut le dire ainsi. Mais l'âme, ce n'est rien d'autre que le se sentir du corps. Le corps est le lieu, le milieu ou le mi-lieu entre place et passage du rapport à soi. C'est pourquoi il est hors de soi et ne satisfait pas, c'est le cas de dire qu'il ne satisfait pas, à la condition fantasmatique d'un pur être en soi. Ce que nous considérons à l'ordinaire comme la médiation de rapports avec le monde, les choses, les autres corps, est en fait aussi bien la médiation avec soi, avec le soi qui recule au fond infiniment lointain d'un esprit ou d'une identité. Il forme ce qu'on peut désigner comme un lieu où l'on se sent tangent au monde et à soi-même, selon une formule de Leiris reprise par Georges Didier Huberman, encore lui, dans son Danseur des solitudes. Médiation qui ouvre le dehors lui-même, infiniment écarté dans tous les sens, corps à soi étranger, corps étendu, étalé, déjeté, rompu, répandu, fluidifié, évaporé, amassé. Le corps dansant expose cela, la tangence, ou plutôt les innombrables tangences diverses, hétérogènes, au monde et à soi-même. Au monde, donc à soi-même. C'est-à-dire aussi un rapport au monde désinstrumentalisé, définalisé, n'exposant que les possibilités de cette tangence et jusqu'à l'impossibilité à laquelle forcément elle confine, là où la tangence, le contact tangible et impalpable entre le monde et soi, pourrait devenir concrétion, indistinction, absorption de l'un par l'autre. Là où je pourrais devenir pierre, terre, poussière. Cette limite franchie, la danse serait abolie. La tangence demande qu'on la frôle, qu'on s'en écarte et qu'on y revienne. Le rythme organise cette reprise, c'est-à-dire déprise et reprise du contact entre monde et soi, entre corps et corps. Il s'agit moins de répétition, c'est-à-dire de recommencement d'un identique donné, que d'une reprise au sens où on reprend un texte ou un mouvement dans ce qu'on nomme la répétition d'un spectacle et que nomme mieux l'allemand Probe, l'italien prova ou l'anglais rehearsal, qui évoque le travail d'un chant à la herse. Dans la reprise, l'identique n'est pas reproduit, justement pas, mais au contraire le même revient, pour se reprendre en reprenant, en saisissant à nouveau, à neuf, le geste, le son ou la parole. Le rythme fait retour afin qu'apparaisse pour soi-même le temps marqué, l'accent, la mesure. Apparaissant pour soi-même, la mesure se détache sur fond d'immensité. Non seulement la reprise évoque son propre retour incessant, mais elle indique aussi que ce qui se reprend, ne serait-ce qu'une fois, ouvre l'infini actuel. Présent, cet infini, présent d'innombrables autres gestes possibles, un fond agité, un grouillement
et une intrication de toutes les motions et émotions possibles, c'est-à-dire de ce qui fait que rien n'est dans la pure identité à soi. Ni une chose seule, ni le monde entier. Le rythme ouvre sur la vérité première du monde, elle-même rythmique, c'est-à-dire palpitante et pulsive. Lucien de Samosate écrit dans son traité de la danse « Les écrivains qui nous donnent la généalogie la plus authentique de la danse te diront qu'elle date de l'origine même de l'univers et qu'elle est aussi ancienne que l'amour. Le cœur des astres, la conjonction des planètes et des étoiles fixes, leur société harmonieuse, leur admirable concert sont les modèles de la première danse. » Que la danse soit aussi ancienne qu'Eros, cela tout d'abord l'assimile aux dieux, c'est-à-dire, je le répète, aux évidences de l'immense, qui sont à la fois devant nous et en nous, qui nous traversent et qui nous ouvrent, comme le fait, pour nos regards, l'étendue du ciel, comme le fait en ce moment, je le vois, ce ciel lumineux qui force la lumière à travers le store derrière moi, et doit être un peu dérangeant pour l'image. Ensuite, le dieu Eros nous représente plus particulièrement dans les fictions de l'incommensurable l'alliance de l'élan ou de la tension et de l'accord ou de l'union, aussi bien en termes d'immensité, l'emportement furieux de l'excès que le calme espacement de l'ouverture. Sans doute, la danse n'est-elle pas érotique, au sens qu'on donne d'ordinaire à ce mot, parce que l'excitation sexuelle n'est pas faite pour être présentée, ou bien seulement à des fins d'excitation, non de présentation. Cela s'appelle pornographie et pose des questions très spécifiques au regard des formes dites artistiques. Par le rapport sexuel, les corps s'adonnent au se sentir dans le chiasme d'un être senti se sentir par l'autre ou dans l'autre. Mais précisément le soi érotique ne se présente pas, ne se donne pas sa forme. Au contraire, pourrait-on même dire, il se déforme, s'informe. La danse constitue donc plutôt et en quelque sorte un éros tourné au dehors, vers la forme et la présentation. Il faudrait bien sûr s'arrêter beaucoup plus longuement sur la complicité de la danse ou de certaines danses avec l'excitation sexuelle, pour ne pas en rester à des distinctions trop tranchées, mais ce n'est pas le lieu. Dans ce mouvement de la présentation, ou de la formation ou de la transformation d'une forme, car on pourrait dire que danser, c'est transformer un corps, c'est métamorphoser sa configuration pour la présenter en tant que, comme je propose de le dire, une intensification du rapport à soi, de l'être soi. Dans cette transformation, le rythme conjugue deux fonctions. D'une part, le retour du même. Or, j'ai déjà dit que ce même n'est pas un sujet, ou bien est un sujet en tant que la flexion, l'articulation et le coup frappé ou marqué, le battement, voire plutôt la battue,
ou encore arcisthesis, plutôt arcisthesis, pourrait-on dire en pensant à la prosodie, autre registre du rythme. En quelque sorte, il faudrait dire que le sujet, c'est-à-dire le à-soi du corps, en tant que corps, forme du corps formé, c'est-à-dire âme, donc que ce à-soi, en soi, à même soi, an sich, en allemand, distinct de in sich, de en soi, an sich, à même soi. Donc que cela a lieu dans la syncope, c'est-à-dire la simultanéité de la coupe et de la jonction, dont un autre nom peut être la césure dont parle Hölderlin et dont la Coulabart a parlé après lui. À cette fonction de retour syncopé du même, s'ajoute et se combine une autre fonction qui est de faire forme, de faire lever une forme, et en quelque façon ou en quelque mesure, une figure. Le mot rhythmos a eu un sens très proche du mot schéma. Benveniste a fait de la proximité de ces deux termes une analyse très connue dans ses problèmes de linguistique générale. Rhythmos schéma. Forme, figure, contour. On pourrait peut-être proposer le mot, en français du moins, le mot allure, comme un terme qui renverrait à la fois au rhythmos et au schéma. L'allure, comme on dit, l'allure de quelqu'un, c'est-à-dire sa façon de marcher, de venir, de se présenter. Le retour, la répétition du retour, qu'il ne faut pas nécessairement comprendre comme un retour régulier ni uniforme, bien sûr, le rythme ne se confond pas avec le mécanisme. Donc le retour n'a pas lieu de manière simplement linéaire, le retour vire aussi en contour. Il engendre une image. Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'accomplit en une figure, bien que je vienne d'employer le mot figure, mais j'ai dit en quelque façon ou dans quelque mesure une figure. Mais si par figure on entend la plénitude ou la complétude d'un retour à soi, la figure achevée, tracée, reconnaissable, identifiable, identifiée, et en quelque sorte inamovible, alors il ne s'agirait pas vraiment de figure, puisque, comme je me suis efforcé de le souligner, le retour à soi est infini, car le soi n'est pas donné. Soi consiste, en dernière analyse, dans le retour lui-même, le retour même. La mêmeté d'un soi, c'est un retour. C'est, pourrait-on dire, un retour du contour et dans le contour de la figure elle-même. C'est donc que la figure n'en finit pas de se figurer, ou de se configurer, ou de se défigurer. Et c'est d'ailleurs, au fond, la raison de la danse. La danse expose en intensité le soi comme retour.
et le retour comme soi. Si je dis que le rythme engendre une image, je désigne autre chose que la composition d'une figure. On peut dire par exemple que le roi ou la sirène sont des figures. On se trouve dans la proximité d'un type, voire du prototype ou de l'archétype, et donc du modèle. L'image, au contraire, suppose qu'elle est à la ressemblance d'un modèle, ce qu'on a aussi nommé autrefois configuration, c'est-à-dire figuration à la ressemblance d'eux. Donc, être modèle soi-même, ou bien se modeler sur un autre, voilà la différence cruciale. Or, si le soi n'est pas donné et ne peut pas l'être, il ne peut pas faire figure. Il ne peut que faire image de l'autre qu'il est pour lui-même. Aussi devra-t-on dire que le modèle de cette image est infiniment lointain ou absent. Peut-être qu'une image n'a jamais de modèle. Et peut-être donc que l'absence de modèle est précisément la condition à laquelle l'image est pleinement image. Lorsque le modèle est présent et reproduit selon la présence, il s'agit moins d'une image que d'une duplication. À supposer qu'elle soit possible, ce qui n'est pas simple si on envisage un modèle en volume et en couleur, en sonore et en mouvement, c'est ce que cherchent obstinément les techniques du 3D, auxquelles on ne manque pas d'ajouter l'espoir de la reproduction des odeurs, etc., etc. Mais on sait bien pourtant que toutes ces reproductions ne peuvent dupliquer la présence réelle qu'en chargeant la copie d'un coefficient manifeste d'irréel, qui est en même temps ce que refuse d'admettre le désir naïf de la reproduction, et qui est en même temps cela même dont jouit le désir de reproduction, le même désir, en tant qu'il est désir d'image, car le désir d'image, c'est du savoir qui est le savoir du désir, le savoir comme désir lui-même, le désir d'image, c'est que précisément, il ne désire pas la représentation de la même chose, ni de la chose même, mais il désire voir comment le même peut faire retour ailleurs, autrement, peut faire retour à soi en s'éloignant de soi et peut-être infiniment. À propos de l'image, il faut toujours en revenir à l'irréalité ou à l'absence. L'absence du modèle n'est pas une condition marginale ou provisoire de l'image. Elle lui est essentielle, consubstantielle, faudrait-il dire. La substance de l'image se trouve dans l'absence de ce dont elle est l'image. Ou peut-être vaudrait-il mieux dire de ce qu'elle image, pour mieux faire entendre qu'il ne s'agit pas d'une copie,
mais tout différemment de la représentation du sens implicite du réel, comme le dit Sartre pour définir l'imaginaire. Tel est bien, pour la rappeler une fois de plus, la première valeur de l'imago latine. C'est l'effigie en cire ou en plâtre obtenue par moulage du visage du mort. C'est ce que nous appelons un masque mortuaire. Ces effigies, conservées dans la maison, avaient une valeur cultuelle de rattachement à la lignée des ancêtres. Elles pouvaient, par un droit réservé à certaines familles, être exposées au dehors lors de certaines fêtes. La présence en image des ancêtres disparus n'a rien à voir avec la copie, mais avec l'empreinte, le moulage, dont le contact vaut communication beaucoup plus que reproduction. Et communication de ce dont toujours il y a communication, c'est-à-dire d'un sens, au sens sensible ou au sens intelligible du mot. En l'occurrence, dans l'imago latine, communication du sens de l'appartenance à la lignée familiale. Dans l'imago, la lignée vient à soi en tant que telle, c'est-à-dire en tant que sens de lignée. Dans l'image en général, le sens de la chose imagée ou imaginée, et ici on pourrait dire que imager ou imaginer sont deux termes qui deviennent infiniment proches. Donc le sens de la chose imagée ou imaginée vient à soi. Mais le soi d'un sens n'est pas un point fixe. C'est un renvoi, c'est un valoir pour. Dans l'exemple de la lignée, oui, la lignée vaut, le sens de la lignée vaut dans le renvoi aux autres lignées. C'est telle lignée, ce n'est pas telle autre. Pour qui envisage l'image en tant que porteuse ou émetteuse, comme on voudra dire, de sens, ce sens renvoie à soi en renvoyant à de l'autre. Prenons l'exemple du portrait que Jean-Christophe Bailly désigne comme l'absolu de l'image. Le portrait ne fournit pas la ressemblance des traits de l'original, sa ressemblance morphologique. Il ne fournit pas cette ressemblance sans ouvrir en même temps le sens de cette ressemblance en tant que ressemblance à soi. Ce qui compte n'est pas seulement que je reconnaisse l'aspect de un tel, mais que je reconnaisse que un tel est bien cette personne ou ce sujet qu'il est, c'est-à-dire cet être soi sans lequel il n'est pas lui-même qui pourtant n'est jamais identique à soi et achevé, complété, précisément, dans une figure de soi, mais toujours dans un rythme de retour à soi, c'est-à-dire au retour lui-même. Rappelez-vous. Lui-même,
lui-même, pourtant lui-même en tant que fixation de son ipséité, fixation, figure donc, il ne l'est que dans l'identité à soi du cadavre, comme Blanchot le montre dans une analyse célèbre. Mais cette identité devient instantanément aussi bien celle de l'être impersonnel, éloigné et inaccessible, que la ressemblance, pour pouvoir être ressemblance de quelqu'un, attire aussi vers le jour. C'est une citation de Blanchot. Ce qui veut bien dire, si on dévide rigoureusement la logique de cette phrase, que l'être, l'identité est celle de l'être impersonnel, éloigné et inaccessible, que la ressemblance, pour pouvoir être ressemblance de quelqu'un, attire aussi vers le jour. Donc, si on dévide bien la logique de cette phrase, il s'agit moins de dire que dans le cadavre s'accomplit la ressemblance, mais plutôt que l'absence essentielle et infinie du mort est cela qui est en jeu dans toute ressemblance du vivant. Si je perçois, reçois la ressemblance d'un portrait avec une personne, alors j'y perçois, j'y reçois aussi sa ressemblance ou son irressemblance avec une pure absence, absence à soi. Peut-être en vérité n'est-il pas même rigoureusement nécessaire de passer par l'évocation du cadavre pour comprendre que si l'image porte le sens de l'être soi, et ajoutons-le rapidement, de l'être soi de quoi que ce soit, paysage, personne, sur nature morte, comme on dit en français pour ce genre de peinture que l'espagnol appelle bodegón. Donc, pour comprendre que si l'image porte le sens de l'être soi, il n'est pas nécessaire de passer par l'évocation du cadavre, car l'image expose, avec l'absence ou l'irréalisation de son supposé modèle, précisément le sens de celui-ci en tant que soi, en tant qu'ipséité, si on veut, ou en tant que sujet, et de telle manière que, pour le répéter, quoi que ce soit devient dans l'image sujet, c'est-à-dire en définitive sujet de sens. Un sujet est un sujet de sens. Un sens est l'être sujet ou l'être soi de quelque chose. C'est en étant pour soi, en valant pour soi, qu'une botte d'asperges, comme chez Manet, ou bien l'entrelacs bigarré d'un dripping, chez Pollock, font sens, tout autant qu'une scène de bataille d'Uccello, ou bien un portrait de Titien, tout autant bien que tout autrement, mais un sens ne peut qu'être essentiellement autre. Chaque fois propre, singulièrement et absolument propre, le propre étant non pas un caractère possédé, approprié, configuré encore, mais toujours l'infinie appropriation de soi qui suppose dépropriation ou expropriation de toute possession, en même temps
qu'une relance vers un propre toujours plus éloigné dans sa proximité. Un propre à qui on ne peut que se dédier ou se vouer sans le posséder. Chez Heidegger, cette triple disposition se dit Enteignis, Ereignis, Enteignis et Zueignis. Derrida l'a traité au rassemblé dans Exappropriation. Autrement dit, tout ce qui est en jeu, dans une image, mais peut-être ici l'image devient-elle le paradigme de toute forme artistique, c'est la propriété d'un sens, telle que justement elle ne peut pas être rassemblée, appropriée et déterminée sans reste comme on peut penser qu'elle l'est si je parle de la propriété du sens du mot lunette, sur laquelle propriété sur laquelle il ne va pas y avoir beaucoup de doutes, ni d'ailleurs grand-chose à ajouter, à moins d'introduire ce mot lunette dans un tout autre contexte et dans une toute autre cadence de discours. Et alors, vous allez demander, mais justement, où est passée la danse? Mais nous y sommes. Nous y sommes car le propre sujet de sens, qu'il soit à l'œuvre encore dansant, ou bien qu'il soit désœuvré ou surœuvré et fixé en cadavre, ne cesse de hanter. Il ne cesse de passer et de repasser obstinément, obsessivement, au fond, c'est-à-dire à la surface, de ce corps en transe ou transi. Il faudrait sans doute ici s'arrêter pour méditer les arcanes de ce qui jadis a formé le motif de la danse des morts. Si les morts dansent, du moins s'ils dansaient, c'est parce qu'ils ne cessent de reprendre le rythme de ce rapport à soi qui en eux s'accomplit en se décomposant, en s'anéantissant. Le sujet de sens hante, car, je cite de nouveau Blanchot, car ce qui hante est l'inaccessible dont on ne peut pas se défaire, ce qu'on ne trouve pas et qui, à cause de cela, ne se laisse pas éviter. Et Blanchot poursuit, l'insaisissable est ce à quoi on n'échappe pas. L'image fixe et sans repos, en ce sens surtout qu'elle ne pose, n'établit rien. L'image fixe et sans repos, je laisse ici de côté, bien sûr, ce qui demanderait qu'on élargisse la réflexion à l'image mobile, au cinéma, à la vidéo. On pourrait dire que, quoi qu'il en soit des techniques artistiques de l'image mobile, il y a quelque chose d'essentiellement fixe dans l'image. Dans tout cinéma, il y a toujours, en même temps, de l'arrêt sur image. L'image fixe et sans repos, c'est-à-dire qu'elle ne se repose ni ne se dépose dans l'accomplissement d'une signification. Et en ce sens, elle danse.
elle ne cesse de danser. C'est-à-dire qu'elle expose un mode extensif et frontal de ce dont la danse expose un mode intensif et proprioceptif, s'il est permis d'employer ce mot barbare. L'image danse parce que le lieu lui manque, comme l'écrit Blanchot. Elle ne demeure là que parce qu'elle n'a pas de lieu propre. Son lieu propre serait la ressemblance. Mais la ressemblance à soi n'a rien à quoi ressembler. C'est ainsi que Blanchot peut prendre le contre-pied de Sartre en affirmant que l'image n'est pas le sens. Je cite Blanchot, « L'image d'un objet non seulement n'est pas le sens de cet objet et n'aide pas à sa compréhension, mais tend à l'y soustraire en le maintenant dans l'immobilité d'une ressemblance qui n'a rien à quoi ressembler. » Fin de citation. Il faut dire qu'il n'est pas sûr que Sartre ait voulu parler d'un sens de l'objet lorsqu'il parlait du sens implicite du réel. Il faudrait ici longuement analyser et gloser, et Blanchot dit peut-être au fond la même chose que celui avec qui il veut rivaliser. Mais peu importe. Le sens, en tant que lié à une compréhension telle que l'évoque Blanchot, n'est sans doute pas le sens implicite dont veut parler Sartre, et qui correspond à l'inscription de ce qui est nommé l'objet, la chose, le réel, dans un monde, comme élément d'un monde, c'est-à-dire d'un réseau propre de signifiance, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'un horizon de compréhension, de causalité, de fin, de moyens, etc. Ce qui, sans doute, emporte ensemble les deux auteurs, qu'ils le veuillent ou non, est la nécessité de penser qu'en effet, nous ne pouvons pas ne pas imaginer. Nous ne pouvons pas ne pas imaginer, au sens de faire des images et de les habiter et d'être habités par elles. C'est-à-dire aussi au sens de danser avec elles, de danser en elles, qu'elles dansent en nous. Parce que nous ne pouvons pas ne pas nous exposer à l'ouverture infinie du sens et ou du propre, qui l'un comme l'autre et l'un dans l'autre ne peuvent pas être simplement donnés, posés dans une identité à soi, tout simplement parce que cela n'existe pas. Exister, au contraire, c'est être hors de soi. Ce qui, en toute rigueur, ne veut rien dire être hors de soi, s'il n'y a pas de soi. Car s'il n'y a pas de soi, il n'y a pas non plus de dehors. Mais peut-être faut-il plutôt dire que dehors, est le lieu du soi, du sujet, du sens et du propre. Dehors, c'est-à-dire exposé, comme une image, dans une image, et en tension, en pulsation, comme un danseur, dans un danseur, une danseuse. L'image est le mouvement d'un venir à soi de ce qui ne subsiste pas selon un réseau d'action et de réaction déterminé par des causes et par des fins étrangères aux sujets, supports ou substances considérées. Par exemple, non pas moi qui marche pour aller prendre un bus, pour me rendre dans un centre commercial, etc. Mais ce corps, mon corps, qui se déplace selon sa plus propre intimité en se pliant, dépliant, éprouvant, écartant, etc. Selon des règles
et des impulsions qui ne peuvent exister et agir que dans le monde que définit un propre, c'est-à-dire non pas une propriété ni un attribut possédé par un sujet, mais au contraire un sujet sans aucun attribut, un être à soi considéré en soi et pour soi, ce qui, dans la langue, ne peut recevoir qu'un nom propre. On pourrait dire qu'il n'y a pas de nom propre, sinon dans l'image, ou comme image de ce propre, et qu'une telle image est faite des rythmes, des poussées, pulsations, élans, flexions, selon lesquels le propre s'approprie. Comme l'écrit Federico Ferrari, il ritmo è l'evidenza dell'immagine. Le rythme est l'évidence de l'image. Il est le mouvement par lequel l'image se rend évidente, la pulsation avec laquelle elle, l'image, apparaît à la vue, se donne à voir. C'est dans son livre L'Insieme Vuoto. Dans les termes de Heidegger, l'appropriation du propre, c'est-à-dire ce qui ne relève pas d'une acquisition ni d'une prise de possession, mais d'un devenir soi, d'un s'approprier l'être propre ou le sens propre d'être selon lequel on est, en somme tout simplement l'être soi dans sa plus singulière absoluité. Cette appropriation se dit, je l'ai rappelé tout à l'heure, Ereignis, et ce mot allemand qui désigne l'événement, ce qui arrive, ce qui se produit ou ce qui se passe. Heidegger lui fait jouer un rôle par rapport à eigen, qui veut dire propre, et bon, qu'il entend dans Ereignis, qui n'y est pas selon l'étymologie. De fait, l'appropriation du propre, ou mieux, l'appropriation comme propre, pour éviter tout complément d'objet. L'appropriation comme propre est en somme un pur se produire, se passer. Or, Heidegger précise que l'Ereignis se décline nécessairement en Enteignis, c'est-à-dire désappropriation ou exappropriation, comme dit Derrida, comprenons donc dessaisissement de toute propriété, attribut, qualité. N'est-ce pas ce qu'à chaque moment fait la danse chorégraphique, la danse de l'image, dans l'image, que de se dessaisir de toute propriété qu'on pourrait arrêter, terminer. Donc l'Ereignis se décline en Enteignis et en Zu-Eignis, c'est-à-dire allocation, consécration, dédicace, offrande ou hommage. Zu-Eignis est un mot qui peut très couramment vouloir dire dédicace. Offrir, donner, attribuer à quelqu'un. C'est une imputation de propriété en dehors de toute espèce de possession, ou bien en quelque sorte attribution presque sans attribut. La dédicace d'un livre ou d'un dessin ne relève pas de la propriété, mais d'une destination qu'il faudrait dire destination de propre à propre. Telle est la vérité de l'appropriation du propre. Mais il faut ajouter que ces trois mots allemands, Ereignis, est en fait le seul qui ne provient pas vraiment de eigen, de propre, et qui n'y ressemble que par contamination phonétique. Heidegger lui-même le précise.
Il s'agit en fait de Ereugen, et Auge signifie l'œil. Ce qui est en jeu, c'est l'événement en tant que le se montrer, se donner à voir, paraître. Quoi qu'il en soit de l'interprétation de Heidegger, nous devons dire que l'être propre, ou le venir du propre en tant que tel, est toujours un se montrer, c'est-à-dire un faire image, et cela dans le double sens où je me montre aux autres, je les laisse prendre une image de moi, et où je me montre à moi-même, les autres, le monde, et jusqu'à un certain point moi-même, selon que je les imagine proprement. Je me montre aux autres, soit par mon corps propre dansant, soit par une image parfois que quelqu'un d'autre aura faite de moi, mais aussi bien par une image que je fais moi-même, si j'en suis capable, si j'en étais capable. Et même si cette image n'est pas du tout ni une image de moi, ni une image de quelqu'un en général, si elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, simplement un paysage, une nature morte, une figuration dite non figurative, abstraite. Dans tous les cas, je me montre moi-même en tant que ce soi-même n'est pas montrable, n'est pas présentable. Ce qui veut dire donc que je montre, non pas selon la représentation ou l'interprétation que je me fais subjectivement, mais selon le mouvement propre de l'imagination, c'est-à-dire, pour le dire en allemand, de la Einbildungskraft, de la force d'entrer en image, d'entrer en forme, en allure, en façon, en manière. Une force que certes je ne possède pas, mais que beaucoup plus proprement je suis. Or, cette force, comme toute force, existe dans son mouvement, dans sa tension, dans son rapport de différence avec une autre force contre laquelle elle s'arc-boute, avec laquelle elle résiste, ou bien elle fait résister l'autre. Les résistances s'échangent, se complètent, se varient, vont jusqu'à la flexion extrême de l'autre, de soi. Dont cette force existe, dans cet échange permanent de l'attention, donc dans ce geste et dans cette cadence selon lesquelles elle dessine, cette force, elle dessine, elle dépeint, elle image et elle dévoile un monde, et ainsi elle découpe une mesure propre de l'immense, du sans mesure. Je vous remercie.